Trois titres retenus dans cette édition. Bonjour à tous et bienvenue. Le président de la République de Côte d'Ivoire aujourd'hui à Dakar au Sénégal, Alassane Ouattara, participe à deux importantes rencontres, notamment la conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable. Et demain, mardi 3 décembre, le chef de l'État ivoirien et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine va présider un sommet extraordinaire de l'UEMOA. À la une également, la célébration hier de la journée mondiale de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. La cérémonie officielle s'est tenue à Jacquesville, dans la région sud du pays. Événement en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Enfin en France, l'hommage national à Paris aux 13 soldats français morts au Mali. Des images pour commencer avec le départ du président de la République, Alassane Ouattara, pour Dakar, la capitale du Sénégal. Le chef de l'État ivoirien participe aujourd'hui à la conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable. Les participants vont plancher sur des sujets économiques. Autre activité du président de la République de Côte d'Ivoire, demain, mardi 3 décembre 2019, le chef de l'État, Alassane Ouattara, également président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, va présider un sommet extraordinaire de l'UEMOA. Rencontre consacrée à la situation sécuritaire, notamment la lutte contre le terrorisme dans les États membres. On en parle avec Jérôme Kofi Aboula. Comme un certain nombre de dirigeants africains et dans le monde, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est à Dakar. Le chef de l'État ivoirien vient dans la capitale sénégalaise pour deux rencontres. Il s'agit respectivement d'une conférence internationale sur le développement durable et un sommet sur l'UEMOA dont le président Alassane Ouattara est le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. En ce qui concerne la rencontre sur le développement durable organisée conjointement par le Sénégal et le Fonds monétaire international en partenariat avec les Nations unies et le Cercle des économistes, les participants vont entre autres s'atteler à trouver le juste équilibre entre développement et dette pour parler justement de cette question. S'agissant du sommet extraordinaire de l'UEMOA, il va permettre de plancher sur la situation sécuritaire devenue très préoccupante dans la sous-région. Nul doute que les récents événements au Mali et au Burkina Faso seront au centre des échanges à l'occasion de cette rencontre. Dans l'actualité nationale également, la fin de la visite d'État dans le handball du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien a profité de son séjour à Katiola, dans le centre-nord du pays, pour se recueillir sur le caveau du général Ouattara Thomas Dakin. Le général Thomas Dakin, faut-il le préciser, est le tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Kader Sogodogo. Katiola, résidence de feu le général Ouattara Thomas Dakin. La République avec à sa tête son chef se souvient et est reconnaissante au premier chef d'état-major de Côte d'Ivoire. Un moment chargé d'émotion pour la famille. Au nom de toute la famille Dakin, nous vous exprimons notre infinie reconnaissance et vous témoignons toute notre gratitude. Dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe du général décédé le 21 janvier 1990 et de son épouse Anne, partie 7 ans après lui. Alassane Ouattara prie. Ouattara Thomas Dakin, une fierté pour toute sa descendance. Très heureuse de savoir qu'on vient d'une grande famille, le premier général de Côte d'Ivoire. Je viens de cette famille-là, je suis très heureuse. Et puis je suis heureuse aujourd'hui que le président puisse l'honorer comme il se doit. C'est une satisfaction pour nous. La famille Thomas Dakin, une histoire. Feu le général Thomas Dakin et son épouse, ma maman Anne Dakin, ont été témoins du mariage de mes parents. Et le prénom que j'ai, c'est celui de Madame Dakin. Celui de mon frère aîné également, Éric Jean Dakin, c'est celui du général Dakin. Mon père et ma mère l'avaient fait pour exprimer leur reconnaissance et leur attachement au général.
Et les liens de famille sont restés très forts. 5 millions de francs CFA pour la famille, la réhabilitation de la résidence et du caveau du général. Le président de la République, Alassane Ouattara, reste ainsi attaché à tous ceux qui ont contribué à écrire les belles pages de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, il laissera une note dans le livre d'or ouvert pour la circonstance. La région du Hambol, riche en traditions qui font sa spécificité, deux peuples de Katiola appliquent justement à la lettre la coutume. Il s'agit des Tagbana et des Mangoro. Ces populations ne peuvent se marier en raison d'un pacte fait entre leurs ancêtres. Les explications de Eugène Atoubé. Nanyankara, à l'origine village, aujourd'hui quartier de la commune de Katiola. Ici, les autochtones sont les Tagbana. Ce matin, Paulette, résidente du quartier, accompagne sa cousine Carole au domicile du chef de village. La jeune dame, arrivée de la capitale, est édifiée sur plusieurs questions touchant à la tradition en pays Tagbana. Au nombre de celles-ci, le mariage entre Tagbana et Mangoro. Quand il y a un Tagbana qui marie un Mangoro, vraiment, ils n'ont pas la chance. Ils n'ont pas la chance. On a demandé de voir, on n'a qu'à accepter, on a se marier, les vieux, ils ont dit non. Et ce n'est pas la peine de le faire. On dit quelque chose qui n'est pas bon et ce n'est pas bon. Mais pour nous expliquer le fond, pourquoi ils ont dit ce qu'ils ont dit et c'est tout. On n'a qu'à respecter comme ça. Ce que les vieux nous ont expliqué, il y a eu un pacte signé entre les deux. Bon, le Mangoro était chasseur, le Tagbana est cultivateur. Le Mangoro avait confié sa fille au Tagbana, sa fille malade. Donc lui, il va à la chasse. Quand il va à la chasse, il peut faire 2-3 mois. Tout le temps qu'il mettait en brousse, à son retour, il trouve sa fille intacte. C'est-à-dire que le monsieur n'était pas tenté de faire quoi que ce soit à la fille. Donc il a dit depuis ce jour-là que nous sommes devenus plus que frères. Les Mangoro, autres peuples autochtones de Katiola et les Tagbana, vivent en parfaite harmonie. Deux peuples frères qui partagent la même histoire et les mêmes valeurs, mais ayant chacun sa propre identité. S'il y a un tel de mariage entre les Tagbana et les Mangoro, c'est un pacte qui a été signé entre les deux vieux. Ils se sont dit quoi? Si on se marie entre nous, que demain, il y a un problème entre nous, qui va gérer? Qui va régler? Pour préserver l'harmonie, pour préserver l'union, ils se sont dit on ne se marie pas. À Katiola, les Mangoro peuplent les quartiers Mangoroso et Goroso qu'ils présentent comme le siège de leur pouvoir. Goroso, justement, abrite la carrière d'argile d'où est extraite la matière première pour les potières. Des femmes qui, malgré leur atout et leur génie créatif, sont interdites de mariage avec les Tagbana. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui a été décidé par nos ancêtres depuis des années. Nos aînés ont fait des efforts pour remédier à cela, mais il faut dire que ce problème-là demeure. Il y a une autorité d'ici qui a essayé de voir les sages pour leur demander s'il n'y avait pas de sacrifice à faire pour que les Mangoro et les Tagbana se marient. Donc ils ont dit que vraiment, eux, ils ne pouvaient pas, parce que c'est un truc qui date de longtemps, que ce n'était pas possible. Je souhaiterais que nous suivons le chemin des ancêtres. C'est le primordial pour moi. Non loin du domicile du chef de Nanyankara, le chef de village de Goroso, Sitigui Kone, reçoit Paulette et sa cousine Carole. L'octogénaire rappelle aux deux jeunes dames l'origine du pacte entre Tagbana et Mangoro, pacte selon lequel tout mariage entre ces deux peuples est interdit. Aujourd'hui, la jeune génération ne peut prétendre violer ce pacte qui a valeur même interdit au nom du respect de la tradition et de ses dépositaires. Deux êtres qui s'aiment ne pourront jamais cacher cette relation-là. Et à la longue, il y a des personnes qui tiennent encore à l'histoire et à la coutume qui feront certaines choses pour leur créer des problèmes, des malédictions, les maudits, etc. Et ils seront face à des problèmes qu'ils ne pourront pas gérer. Le mieux
est de respecter le pacte qui existe depuis belle lurette entre le peuple tabanan et le peuple mangoro. Le mariage entre Mangoro et Tagbana est impossible. S'il y a des problèmes entre frères Tagbana eux-mêmes, pour finir ce problème entre les Tagbana, l'on va demander l'intervention des Mangoro. L'interdit sur le mariage entre Tagbana et Mangoro a traversé le temps. Malgré le modernisme, il reste encore vivace, quel qu'en soit le type. Mariage traditionnel comme mariage civil. À la mairie de Katoula, les services de l'état civil ne mentionnent aucun cas de mariage entre enfants de ces deux peuples. Un fils Tagbana peut fréquenter un fils Mangoro et vice-versa. Mais il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de rapport sexuel. Donc jusque-là, je n'ai pas encore reçu de dossier de mariage pour ces deux ethnies-là. En tout cas, bon, si les enfants s'aiment, on ne peut pas faire autrement parce que c'est venu de nos parents. Pour moi, on peut trouver une solution pour bannir ça. Pour les contrevenants, mais on raconte qu'ils subiront d'une façon ou d'une autre le châtiment des ancêtres. Cela a amené bien de personnes à penser que le pacte signé par les deux ancêtres de Tagbana et Mangoro était une façon de faire régner la paix, l'harmonie sociale et le vivre ensemble entre ces deux peuples. Aujourd'hui encore, ce pacte ou cet interdit conserve tout son intérêt. Je vous l'annonçais dans les titres, la journée mondiale de lutte contre le sida a été célébrée hier. En Côte d'Ivoire, cette 31e édition a été commémorée dans la commune de Jacquesville, dans le sud du pays, en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, qui a souligné les efforts faits par le gouvernement. C'est un reportage de Franck Quadio. Un défilé pour marquer la thématique 2019, en substance l'implication des communautés engagées dans la lutte contre le VIH-Sida. Jacquesville, en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan, abrite la 31e édition de la Journée mondiale de lutte contre la pandémie. Pour la présidente du réseau ivoirien des personnes vivant avec la maladie, le défi demeure mettre fin à la stigmatisation. Il convient de rappeler que le nombre de personnes vivant avec le VIH est estimé à 495 143, dont 28 000 enfants. Malheureusement, 16 000 décès liés au VIH ont été enregistrés en 2018 selon le rapport ONU-SIDA. Devenue aujourd'hui une maladie chronique, la perception du sida doit véritablement changer dans les habitudes des communautés afin de réduire considérablement la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH-Sida. 69% des personnes vivant avec le vecteur VIH-Sida connaissent aujourd'hui leur statut sérologique. 85% des personnes séropositives sont en phase de traitement, une avancée selon le ministre de la Santé, Jenaka Awele. Ces actions de prévention nous ont permis une baisse de 32% des nouvelles infections à VIH comparativement à l'année 2010. La baisse attendue en 2020 est de 75%. Concernant l'objectif d'élimination du sida pédiatrique, le taux de transmission de VIH de la mère à l'enfant est passé de 22,6% en 2010 à 2% en 2018, contre un objectif de moins de 2% en 2020. Ces résultats nous donnent l'espoir que mettre fin au sida, c'est possible. Pour le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, vice-président du Comité national de lutte contre le sida PNLS, il faut saluer les efforts réalisés en matière de la réduction du taux de prévalence nationale du VIH-Sida qui est passé de 4,7% en 2005 à 2,6% en 2018. L'État entend s'engager davantage pour minimiser l'impact de la maladie d'ici à 2030. L'État de Côte d'Ivoire entend jouer son rôle conformément aux engagements pris. Dans cela qu'en plus, le gouvernement a élaboré d'une part un plan national stratégique de lutte contre le sida 2016-2020 d'un coût de 556 milliards de francs CFA, aligné donc sur le plan national 2016, le plan national de développement 2016-2020. Son Excellence le Président de la République a annoncé une subvention
dans le cadre de la contribution de fonds additionnels de l'État au financement du plan d'approvisionnement en médicaments, en tests réactifs et aux autres intrants de laboratoire à hauteur de 21 milliards de francs CFA sur 3 ans. Les Nations Unies, à travers les différents leviers de financement et de soutien, de même les États-Unis, ont réaffirmé leur engagement. Le vice-président Daniel Kablan-Dekan a aussi sollicité une meilleure implication du secteur privé, tout en se félicitant de la reprise de la célébration tournante. Cette 31e édition à Jacquesville a duré 3 jours. La particularité, un village communautaire dressé par les différents acteurs pour porter la sensibilisation. Et pour parler de stratégie de lutte, près de 10 000 participants, à savoir des scientifiques, décideurs politiques, communautaires et autres personnes vivant avec le VIH, participent aujourd'hui à la 20e conférence sur le sida à Kigali au Rwanda. Thème retenu, Afrique sans sida, innovation, communauté et leadership politique. Autre actualité nationale, le rideau est tombé hier sur l'édition 2019 du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Beaucoup de satisfaction chez les organisateurs. En effet, cette 5e édition a permis de signer des accords et négocier des conventions pour une valeur de 238 milliards de francs CFA. Les précisions de Jean-Louis Gbangbo. Clap de fin ce dimanche 1er décembre pour le Sahara. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan a été pendant 10 jours la scène de toutes les découvertes, rencontres et réflexions autour du monde agricole. Une édition qui, de la vie des participants, a tenu toutes ses promesses. J'ai eu le privilège d'être là à la toute première édition du Sahara. Nous en sommes à la 5e édition. Effectivement, le Sahara a pris de l'ampleur, il a pris du volume. Et la parfaite organisation qui a été faite cette année montre que véritablement le Sahara, la plus grande cérémonie, la plus grande manifestation agricole de la sous-région. Témoignage de ce succès de la 5e édition en chiffres. Les chiffres provisoires que nous avons, c'est 360 000 visiteurs qui ont été enregistrés contre 300 000 en 2017, une progression de 20%. Et en termes d'accords et conventions négociés, le montant se chiffre à 238 milliards de francs CFA contre 140 milliards en 2017, soit une progression, une hausse de 70%. Des records battus en termes d'affluence, mais également en termes de qualité des participants. L'on note que les experts sont venus de toutes les grandes institutions, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, la FAO. Les brillantes communications et les échanges qui ont suivi rendent suffisamment compte de l'intérêt réel et soutenu de tous. Parrain de cette cérémonie, le Premier ministre s'est réjoui du succès de cette 5e édition du Sahara qui contribuera à insuffler un dynamisme nouveau au monde agricole. Cela augure d'une agriculture africaine disposant d'atouts et de potentialités à même de lui permettre de faire face aux défis de la sécurité alimentaire et de la nutrition à l'horizon 2030. Le message d'espoir que nous devons retenir de ce salon est qu'il est possible de relever le défi de la sécurité alimentaire en Afrique. Oui, il est possible à l'agriculture africaine de s'adapter au changement climatique tout en ne nuisant pas à l'environnement. Le Premier ministre a également rendu un vibrant hommage aux acteurs du secteur agricole, artisans des succès agricoles de la Côte d'Ivoire. Plusieurs parmi ces derniers ont été distingués au cours de cette cérémonie dans l'ordre du mérite agricole. La clôture du Sahara 2019 a également été marquée par la distinction des meilleurs participants et surtout par la remise du prix Amadou Gon Coulibaly de la meilleure innovation dans le secteur agricole. Ce prix, doté d'un montant de 3 millions de francs CFA, a été raflé par la start-up BioSave. Le Niger renforce ses relations amicales avec la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire, Moussa Aloua, a en effet offert hier un cadeau symbolique au président de la République, Alassane Ouattara, pendant la clôture du Salon de l'agriculture et des ressources animales 2019. Il s'agit d'un ruminant, un taureau. On retrouve Jean-Luc Gbangbo.
Voici le plus beau taureau du Sahara 2019. Issu de la race Azawak du Niger, il a raflé le premier prix du concours du plus beau taureau organisé à la faveur de cette 5e édition. C'est ce bovin que l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire a offert au nom du président Mahamadou Issoufou à son homologue, le président Alassane Ouattara. Il s'agit de bovins de race Azawak, dont la qualité est reconnue dans toute la sous-région. Et vous savez que le Niger est le berceau de la race Azawak. Le taureau qui fait l'objet de ce don, il fait à peu près 850 à 900 kg et il s'agit d'un taureau de portion viande. Le Niger a également offert une vache au chef de l'État ivoirien. Un geste fort apprécié par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural qui a réceptionné ces bovins pour le compte du président de la République. Je voudrais, au nom du Premier ministre, réceptionner donc ces animaux. Je vais les lui remettre afin qu'à son tour, il puisse les remettre au président de la République. C'est un acte fort de fraternité et d'amitié vrai. Ce sont des animaux que tout le monde regardait, que tout le monde a apprécié. Et je crois que le président de la République sera heureux de voir ces joyaux. Rappelons que le Sahara 2019, qui a refermé ses portes hier dimanche, a connu une participation record de 360 000 visiteurs avec 29 pays représentés. Toujours en Côte d'Ivoire, le projet intitulé « Carte de commerçant avance bien ». Le ministère du Commerce et de l'Industrie a en effet signé hier une convention avec un établissement de monnaie électronique. Cet accord va ainsi faciliter l'accès au paiement électronique à tous les détenteurs de la carte de commerçant. Les explications de Nadia Edja et Cheikh Koné. Le partenariat est scellé entre le ministère du Commerce, le groupe Universal Technologies Unitech et la société financière Visa. Cet acte intervient dans le cadre du déploiement des services à valeur ajoutée de la carte de commerçant. C'est l'épine dorsale de la solution monnaie électronique du projet carte de commerçant. La carte prépayée à un plafond de 2 millions. Mais un commerçant qui va en Turquie, une commerçante qui va en Chine, il serait mieux qu'elle ait une carte d'une valeur beaucoup plus élevée. Créée depuis plus de 60 ans, la Société financière internationale va apporter son expertise aux commerçants pour la formalisation du secteur. Pour émettre une carte de paiement électronique, il faut être affilié à une banque. Donc nous allons faciliter le partenariat entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et ces différentes institutions financières afin qu'elles puissent mettre sur le marché cet instrument de paiement. Avec un taux d'inclusion financière en 2018 de 70,4% contre 57,1% pour l'UEMOA, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, le pays compte impliquer chaque acteur et en particulier les commerçants. Que les petits commerçants, les petits entrepreneurs puissent également être inclus financièrement. Notre objectif est qu'autour de la carte des commerçants, nous ayons des multitudes de produits à valeur ajoutée. Et ce processus ne fait que commencer. Notons que cette convention qui vise à ajouter de la valeur à la carte de commerçant est la deuxième du genre en moins de 20 jours. À présent, cette rencontre entre experts agro-industriels, femmes et jeunes qui s'est déroulée récemment dans le district d'Abidjan. Les participants ont identifié les différentes problématiques relatives à la création d'emplois pour les femmes et les jeunes. C'est une initiative de l'agence Côte d'Ivoire PME en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement de l'industrie. Safiat Kouyaté et Jean-Louis Gbangbo. Au cœur des échanges entre ces experts agro-industriels et les participants à ce workshop, la question de l'emploi dans la filière manioc et anacarde. Principale préoccupation, promouvoir l'implication des femmes et des jeunes dans la modernisation de ces deux filières. Ce projet-là va permettre de déjà implémenter toute la jeunesse au chômage dans le milieu rural, à laquelle on ne pense pas souvent, mais qui est là en prenant depuis les pépinières jusqu'à la table. Il y a de quoi donner du travail à tous les jeunes de la Côte d'Ivoire. Afin de réaliser ce projet d'autonomisation, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, et l'Agence Côte d'Ivoire PME unissent leurs compétences sur la question.
Une étude très consciencieuse et très approfondie permet tout au long de la chaîne de valeur à identifier des poches d'emploi et essayer d'apporter des interventions pour que ces poches d'emploi se concrétisent. Selon le ministre Félix Anoblé, cette initiative est à saluer car elle vise à offrir aux femmes et aux jeunes des opportunités d'emploi décentes dans les activités liées à l'agro-industrie. La Côte d'Ivoire est toute heureuse et s'engage entièrement avec ses différents services et l'Agence Côte d'Ivoire PME à soutenir l'ONUDI dans ce projet. C'est un projet qui va donc permettre de créer dans toute la filière anacarde et manioc un peu plus d'emplois. Les deux chaînes de valeur que cible ce projet sont identifiées par la Côte d'Ivoire comme levier essentiel du développement économique. Le secteur anacarde crée près d'1 500 000 emplois et le manioc est l'une des rares cultures produites sur environ 90% du territoire. Un tout autre sujet à présent, Comores, les déchets ménagers sont-ils gérés dans le district d'Abidjan? Plusieurs enfants du village d'Akwedo ont visité récemment l'agence de gestion des déchets et le centre de transfert des déchets d'Anguéguédou. Ces jeunes enfants ont pu ainsi comprendre le processus de gestion des déchets. Grâce Kando. Des enfants dont l'âge varie entre 7 et 12 ans, sensibilisés sur l'intérêt et les avantages que révèle l'entretien d'un cadre de vie et des ouvrages d'assainissement. Initiés par le ministère de l'Assainissement et l'UNICEF, ces enfants se sont rendus à l'Agence nationale de gestion des déchets ANAGED pour s'imprégner des mécanismes de gestion des déchets. Après ANAGED, cap a été mis sur le centre de transfert des déchets d'Anguédédou pour une visite guidée des locaux. Chose qui a permis aux visiteurs du jour de connaître le processus d'acheminement des déchets et l'entretien des camions de ramassage d'ordures. Dans cette structure, les enfants ont été également encouragés à continuer le combat contre la prolifération des déchets au sein de leur environnement. Célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. En Côte d'Ivoire, les ressortissants algériens ont célébré cette fête avec leur ambassadeur. Le point avec Moussa Konaté. Dans son allocution, à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne, l'ambassadeur d'Algérie en Côte d'Ivoire a rappelé que la révolution algérienne est un événement majeur qui s'est assigné comme l'objectif obtenir la liberté et recouvrer la souveraineté nationale. Le diplomate s'est également félicité de l'excellent niveau des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, tout en réitérant l'engagement de l'Algérie à les développer davantage. L'année 2019, comme l'année précédente, a été une année faste pour la Côte d'Ivoire. Au plan économique, la Côte d'Ivoire continue d'afficher d'excellents résultats économiques et de recueillir des satisfecits autant des pays partenaires que des organismes internationaux. Grâce à une politique rigoureuse ayant permis de maintenir ses performances macroéconomiques à un niveau appréciable et d'améliorer le climat d'affaires, le gouvernement ivoirien, sous la direction de son Excellence le président Alassane Ouattara, a axé ses efforts sur l'amélioration des conditions de vie de la population en mettant en œuvre un programme d'action prioritaire, ambitieux, touchant les infrastructures, l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité et bien d'autres secteurs. Représentant pour l'occasion son collègue des Affaires étrangères, le ministre Claude Isaac D apprécie le bon niveau des relations entre les deux pays. Selon l'ambassadeur de l'Algérie en Côte d'Ivoire, la diplomatie ivoirienne a porté la voix de toute l'Afrique durant son mandat en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Au moins 14 personnes sont mortes hier dans une attaque contre une église protestante dans l'est du Burkina Faso pendant le culte. L'identité des tireurs n'est pas encore établie. Hommage national aujourd'hui en France aux Invalides, aux 13 soldats français morts récemment dans le crash de 2 hélicoptères de l'opération Barkhane au Mali. Cérémonie présidée par le chef de l'État français Emmanuel Macron et en présence du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Les dépouilles seront ensuite emmenées dans leurs régiments respectifs pour l'adieu de leurs camarades. Enfin, sport, football, le monde entier va connaître aujourd'hui le nom du vainqueur du Ballon d'Or 2019. Le 64e Ballon d'Or sera décerné à Paris, en France. Merci à vous tous de nous avoir suivis.